Bienvenue, si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est de 22 heures jusqu'à minuit. On va maintenant parler d'extraterrestres. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les Américains en parlent beaucoup depuis quelque temps. Il y a 2 ans, en juin 2021, un rapport du bureau du directeur du renseignement américain indiquait qu'entre 2004 et 2021, il y avait eu 144 rencontres entre des pilotes militaires et des objets non identifiés. En juillet 2022, conséquence de l'intérêt du grand public et même de certains sénateurs, le Pentagone a créé un bureau de résolution des anomalies chargé de suivre les ovnis. Le 31 mai dernier, la NASA a même tenu sa première conférence de presse pour expliquer qu'elle allait mieux documenter désormais les phénomènes anormaux inexpliqués. Et puis, début juin, est arrivé David Grusch, un vétéran de l'armée de l'air qui a passé 14 ans dans les renseignements américains et qui assure que les États-Unis détiennent depuis des décennies des ovnis dont ils tentent d'exploiter la technologie. Il dit en avoir les preuves, de quoi faire frémir d'excitation les ufologues du monde entier. J'ai donc réuni autour de moi 4 experts de la question. Baptiste Friskour, vous êtes, j'ai envie de dire, la star des ufologues français. Vous êtes le correspondant en France de The Debrief, le média américain qui a publié la première interview de David Grusch. Vous faites un podcast très très suivi en France sur l'actualité des ovnis intitulé UAP Check. Michael Vaillant, vous avez travaillé 15 ans au GEPAN, l'organisme officiel français chargé d'enquêter sur les ovnis, sous l'égide du CNES, le Centre national d'études spatiales. Vous êtes à présent consultant en phénomènes spatiaux non identifiés. David Elbaz, vous êtes astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique. Vous y explorez les galaxies depuis la Terre. Votre dernier livre s'intitule « Les 10 000 et une nuits de l'univers ». Il est paru l'année dernière chez Odile Jacob. Et enfin, Alain Juillet doit être avec nous en duplex. Vous êtes là, Alain ? Absolument. Bonsoir Alain Juillet. Vous avez été directeur du renseignement au sein de la DGSE sous Jacques Chirac. Alors, est-ce que vous avez été confronté au problème des ovnis à l'époque ? Et qu'est-ce que vous pensez du témoignage de David Grusch ? Alors, à l'époque, on n'en parlait pas d'abord. Il faut bien voir les choses comme elles sont. Ce qui s'est passé, c'est que depuis une quinzaine d'années, il y a une accélération de constat de ces phénomènes, et plus on arrive à avoir des mesures précises, ou assez précises en définitive, de ce que c'est, et par différents moyens, si vous voulez, on mesure l'infrarouge, la chaleur, les ultrasons, enfin tous les moyens possibles actuels de repérage font qu'on sait maintenant qu'il y a, les Américains l'ont confirmé encore récemment, la directrice générale du renseignement américain l'a confirmé, il y a aujourd'hui effectivement un certain nombre de cas dans lesquels on n'a pas d'explication. Ça, c'est une évidence. À partir de là, en France, je pense que mes collègues en parleront, parce que là, le GEPAN fait un formidable travail, la gendarmerie nationale aussi. Mais les services de renseignement, ça n'a pas été leur problème jusqu'à maintenant, parce que c'est un problème de surveillance de l'espace aérien, donc c'est l'armée de l'air, et du sol, et ça, c'est la gendarmerie. Donc ce n'est pas du tout un travail de service de renseignement en France, tel qu'est organisé le fonctionnement de la chose. Alors, quoi de nouveau pour vous, Baptiste Friskour ? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, il y a un tel remue-ménage aux États-Unis ? Après, on verra le cas de la France, parce que la France n'a pas l'air de prendre ça très au sérieux, mais on se demandera pourquoi après. En dépit du fait qu'on a créé le GEPAN, d'ailleurs, on a été par les premiers à créer un organisme officiel, mais en France, ça ne prend pas. Les médias traditionnels en France ont très peu couvert toute cette affaire. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Non, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, je vous remercie CNews et vous-même de nous inviter ce soir, parce que c'est un des rares médias français qui ose affronter le sujet en face, donc merci. Ce qui a vraiment changé, en fait, c'est la montée en puissance de la Russie et de la Chine. C'est-à-dire que lorsque Harry Reid, l'ancien sénateur de l'État du Nevada, essaye de monter son premier prototype de projet pour étudier les pans. Sa grosse peur, c'est que la Chine et la Russie le fassent avant les États-Unis et développent des technologies qui, en fait, rendent obsolète toute la défense américaine. Donc c'est ça, en fait, qu'on voit arriver aujourd'hui. C'est ça, les sénateurs qu'on a vus tout à coup s'intéresser à ce sujet-là. C'est lui qui a lancé ça. Alors malheureusement, il est mort depuis, mais c'est vraiment ça qui est à l'origine de la prise de conscience aux États-Unis. Et pour vous, Michael Vaillant, ce serait ça ? Je rejoins tout à fait Baptiste, et je pense qu'en plus, si vous voulez,
eu des révélations progressives. C'est-à-dire qu'on a eu quelque part des sorties médiatiques il y a quelques années avec Luis Elizondo, on a vu apparaître des vidéos et progressivement, on a vu quelque chose se déglacer quelque part et pousser, j'ai envie de dire aussi, la question auprès des politiques et du Sénat américain. Et là, ils ont commencé à mettre en place effectivement des questions. Vous voulez dire que, comme le disait Alain Juillet, il y a de plus en plus de moyens d'enregistrer, de mesurer, qui fait que... Et puis il y a Internet aussi, où tout le monde est devenu émetteur, donc il y a de plus en plus de films. Alors il y a sûrement des films totalement bidons, il y a des films qui prêtent effectivement à beaucoup plus d'interrogations, mais face à ça, les politiques se sont sentis obligés de donner pour une fois des réponses, peut-être. Je pense qu'il y a eu effectivement cette sensation, en tout cas, qu'il y a une vraie prise en compte progressive et qui s'est faite à l'échelle politique, pour le coup, pour une fois, et aussi avec des éléments de langage particuliers. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à parler, pour moi, de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ils ont arrêté de parler d'OVNI, Oui. qui est quelque chose de très important. Oui. Moi, je continue, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Oui. Mais bien sûr, mais si je veux expliquer en 2 mots, quand on dit phénomène aérospatial non identifié, quelque part, on ne parle pas d'un objet forcément matériel et qui fait penser à quelque chose avec, j'ai envie de dire, en tôle et boulon, dans l'imagerie populaire, ou quelque chose qui vole, qui pourrait être conduit quelque part par un extraterrestre, si je devais caricaturer. Le mot phénomène est très important parce qu'il permet de mettre de la distance vis-à-vis des témoins et de protéger, parce que c'est quand même la problématique derrière, de protéger les éventuels témoins qui voudraient parler. On n'est pas en train de les stigmatiser, et ça aussi c'est quelque chose de très important, de les montrer du doigt et de commencer à dire « Oh là là, vous avez vu des extraterrestres ». Non, on dit simplement ils ont vu un phénomène, et après, il y a une analyse scientifique qui doit se faire. Donc là, il y a un vrai travail qui doit être engagé d'analyse, et d'analyse qui est quelque part rationnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'annoncer que ce sont des extraterrestres qui débarquent, on est simplement en train de dire il y a des phénomènes, et il y a des phénomènes à comprendre. David Elbaz, j'ai l'impression que pour les astrophysiciens, le monde a changé il y a 50 ou 60 ans. La probabilité qu'il y ait une autre vie que la nôtre était assez faible, étant donné ce que l'on savait du cosmos. Aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. On a découvert tellement de galaxies, tellement d'exoplanètes, que la probabilité qu'il n'y ait pas d'autre vie que la nôtre est extrêmement faible. Je me trompe? Je crois que c'est le... Vous avez raison. On voit des planètes autour de toutes les étoiles qui nous entourent. Alors, est-ce que dans le passé, on pensait qu'il ne pouvait pas y avoir de la vie ailleurs? Vous savez que quand on a demandé à Michael Collins à quoi il pensait quand il était en orbite autour de la Lune et que Armstrong et Aldrin ont mis le premier pas sur la Lune, il a dit à des souris blanches. Pourquoi? Parce que quand il est rentré sur Terre, il n'est pas retourné voir sa femme, il a été en quarantaine avec des souris blanches pour voir s'il ne ramenait pas des bactéries qui viendraient de la Lune. Donc, on imaginait quand même cette possibilité-là. Il y a même Fredol qui pensait qu'on pouvait attraper... Les bactéries, c'est de la vie. De la vie, voilà. Il pensait même qu'on pouvait attraper des rhumes cosmiques. La panspermie, la théorie de la vie. Alors maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des planètes partout dans l'univers, et on s'interroge, on essaye de les explorer, on explore leurs atmosphères, etc. Donc, là, on ne parle pas du tout, bien sûr, de voyage d'une planète à l'autre, on parle simplement d'explorer la possibilité qu'il y ait de la vie ailleurs. Juste un chiffre. On pense qu'il y a à peu près 10 milliards dans notre seule galaxie de planètes qui pourraient avoir de l'eau liquide elles sont dans des conditions où elles pourraient avoir de l'eau liquide, donc on appelle ça des planètes habitables, pour être potentiellement habitables. Si toutes ces planètes étaient habitées, avec les moyens technologiques actuels, nous ne saurions pas si elles le sont, et même si elles avaient une civilisation comme la nôtre. Donc on en est quand même dans une situation où on est dans une capacité très rudimentaire d'exploration de l'univers. Voilà, ça c'est par rapport à ça. Maintenant, par rapport à David Grusch, si je peux dire quelque chose, c'est que ce qui m'a surpris dans ce témoignage-là, moi je pense que pour nous, en tant que scientifiques, il faut être capable, même si on n'a pas de théorie pour expliquer ça, il faut être capable d'accepter l'impossible. Sinon, on ne peut pas trouver quelque chose de nouveau. Néanmoins, comme disait Carl Sagan, si on veut une découverte extraordinaire, il faut des preuves extraordinaires. Là, on a quelqu'un qui donne un élément de seconde main, et qui, lorsqu'il est interrogé, donne des théories comme ça viendrait peut-être du multivers, etc. Et ça me trouble un petit peu, parce que ça, c'est exactement la mythologie populaire du moment, dans les films Marvel, avec le multivers, etc. Et donc, j'avoue que je suis un peu déstabilisé par le fait qu'il y ait seconde main, aucune information, et des extrapolations de type multivers qui sont exactement dans la culture populaire de ce que vous voyez dans tous les films.
Alors David Grosch, qu'est-ce que vous en pensez, vous Qu'est-ce qu'il a de nouveau, David Grosch? Je l'ai dit, officier dans l'armée de l'air pendant longtemps. Il a démissionné il y a très peu de temps. Hein. Il a été pendant 14 ans dans le renseignement. Et il nous dit le gouvernement américain détient des débris de vaisseaux spatiaux depuis très très longtemps. Mais il ne dit pas qu'il en a vu. Il ne dit pas non plus qui sait où ça a été détenu, et où le gouvernement détiendrait ces débris de vaisseaux. Donc effectivement, ce sont des témoignages de seconde main. Il n'y a pas de preuve irréfutable, rien de nouveau. Alors, déjà, je voudrais féliciter M. Elbaz pour son résumé, parce que c'est absolument exact ce qu'il a dit. Tous les points qu'il a abordés sont exacts. Ce qui est plus intéressant pour David Grosch, en fait, c'est les informations qu'il a pu fournir. C'est-à-dire pas spécialement celles qu'il a données pendant l'interview, mais celles qui ont été publiées dans l'article du débrief. Et parmi ces informations-là, il y avait les 2 plaintes qu'il a adressées à l'inspection générale du Pentagone. Et les 2 plaintes ont été confirmées comme étant valides. Dans ces 2 plaintes, premièrement, il déclare qu'il y a un programme qui est en dehors de la surveillance du Congrès qui récupère des informations sur les PAN, ce qui est complètement illégal depuis le comité de Church, qui avait justement mis en place des nouvelles législations pour empêcher que les services de renseignement et l'armée soient hors de contrôle du Congrès américain. Et d'autre part, que ce groupe s'est attaqué à lui-même. Et cette plainte a aussi été confirmée. On a le cabinet d'avocats qui a confirmé qu'il l'avait défendu contre les attaques d'autres groupes. Donc on a ça qui est nouveau en plus, c'est-à-dire qu'on a l'inspection générale du Pentagone qui a validé ces éléments-là. Comment est-ce qu'elle l'a validé ? En fait, elle a convoqué les témoins de premier plan qui font partie de ces programmes secrets, donc qui ne peuvent pas parler publiquement, mais qui peuvent parler à l'inspection générale. Et c'est là où elle a pu confirmer au Congrès que oui, il y avait vraiment ces éléments-là, décrits par Grosch, qui se passaient dans la réalité. Michael Vaillant ? La question ? Non, sur l'affaire Grosch lui-même, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau ? Pourquoi est-ce que tout à coup, tout le monde a l'air de le trouver si intéressant ? Très précisément, c'est un contexte, c'est-à-dire qu'effectivement, cette commission sénatoriale a mis en place un cadre qui permet maintenant aux whistleblowers, aux lanceurs d'alerte de parler, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, et donc qui fournit aujourd'hui un contexte où ces personnes-là vont pouvoir venir s'exprimer. Et David Grosch est certainement le premier d'entre eux. Et il va y en avoir d'autres qui vont venir et qui vont aller certainement continuer à renforcer, je suppose, ces allégations. Donc ça va être quand même très, très intéressant à suivre dans les tout petits mois qui vont venir, d'une part. Et d'autre part, effectivement, pour rebondir sur ce point que vous évoquiez à propos de David Grosch, je pense qu'il faut toujours se méfier aussi de ces témoins. Et c'était le cas, par exemple, de témoins au GEPAN. Ils ont leur vision ou leur interprétation des faits, c'est une chose. Et ils ont, quelque part, les faits qu'ils rapportent et qu'ils ont observés. C'est autre chose. Et il faut, lorsqu'on les écoute, arriver, c'est complexe parfois, à séparer les deux. À faire en sorte qu'effectivement, un témoin, c'est aussi quelqu'un qui est faillible et qui peut se tromper dans ses analyses. Mais néanmoins, il a des choses intéressantes à raconter qu'il faut pouvoir vérifier et analyser froidement, j'ai envie de dire. Alain Juillet, un mot sur David Grosch ? Moi, d'abord, je partage ce qui a été dit, mais je voudrais préciser 2 choses quand même. Ce qui est intéressant dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a, en définitive, il a affirmé, et ça a été confirmé, puisqu'il y a eu des plaintes, comme ça vient d'être expliqué, qui ont été acceptées. Il a donc donné des éléments en disant qu'effectivement, les Américains détenaient des morceaux, alors on ne sait pas de quelle taille, il y a des interprétations diverses, mais de ces fameux objets non identifiés. Ça, c'est un point important. Pourquoi ? Parce que derrière même l'acceptation de la plainte, le Congrès américain a levé l'interdiction de secret, ça c'est très important, sur cette affaire-là. C'est-à-dire que toute personne aux États-Unis qui est au courant, qui a été mêlée ou qui est au cœur de cette affaire, peut venir témoigner au Congrès sans risquer de se faire accuser d'avoir violé le secret de défense nationale. Donc ça veut dire que les Américains prennent ça très au sérieux. Et d'un autre côté, on comprend très bien, parce que derrière, comme ça a été dit, derrière, si on détient des morceaux, même tout petits, ça permet de travailler sur les alliages, ça permet de travailler sur beaucoup de choses, qui permet à la fois de comprendre certaines réactions de ce type d'objet, donc ça permet de comprendre ce qui se passe,
Ça permettra du moins de comprendre plus ou moins ce qui se passe, mais aussi ça permet, et c'est le volet défense nationale, ça permet d'imaginer des engins faits par les hommes, enfin faits par nous, et qui puissent avoir certaines de ces caractéristiques. Donc c'est très très important. Et on comprend que ça peut être un domaine ultra secret, protégé, probablement d'ailleurs qui est un domaine qui dépend de l'Air Force, puisque l'Air Force américaine, c'est les seuls qui n'ont jamais parlé de ces problèmes-là, contrairement à la marine et contrairement aux autres. Donc c'est probablement là-dedans que ça se passe. Et ça va être très intéressant parce que dans les mois qui viennent, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, un certain nombre de choses vont sortir. Alors, jusqu'à quel stade, on ne sait pas. Mais il va y avoir des choses intéressantes qui vont sortir, et on sait qu'en même temps, d'autres pays font des mêmes types de recherches, et bon, probablement, si les Américains en ont, il est probable que d'autres en ont aussi. Donc ça veut dire qu'on est rentré dans une phase nouvelle, mais on ne sait absolument pas ce que ça donnera, il faut être honnête. Alors, Alain Juillet l'a dit, les Américains prennent ça très très au sérieux, et j'ai l'impression que les Français, pas. En dépit du fait qu'on a été parmi les premiers à créer un organisme officiel d'enquête, le GEPAN, en 1977, il n'y a que le Pérou et le Chili, je crois, qui en ont un aussi. Bon, on voit que les Américains risquent de nous rattraper assez rapidement, mais je veux dire, j'ai l'impression que les Français n'ont jamais pris ça au sérieux. On le voit sur cette affaire, ça a été très peu repris dans la presse française. Comment l'expliquez-vous ? Alors déjà, il faut mesurer un peu. Moi, quand, pour représenter le débrief, j'ai entré en contact avec les instances, j'étais toujours bien reçu, il n'y avait aucun problème. C'est juste que ce n'était pas considéré comme une menace, donc ce n'était pas considéré comme relevant de leur responsabilité. Mais j'avais toujours une réponse qui était cordiale. Simplement, nous, nos médias sont beaucoup plus restreints sur le sujet, puisque on a eu l'épisode du Cometa. Vous voulez peut-être en parler plus en avant ? Vas-y. Donc en 99, on a un groupe d'anciens militaires, mais aussi de militaires actifs, de pilotes, qui se rencontrent, qui décident qu'il faut parler de ce sujet-là, mais dans la même optique, c'est-à-dire que c'est un problème de défense nationale. On a des objets qui pénètrent notre espace aérien, on n'arrive pas à les intercepter, et en plus, il y a un potentiel technologique. Donc il y a toutes les excuses en fait pour travailler dessus. Et donc ils vont mettre au point ce qu'on a appelé le rapport Cometa, qui s'appelle OVNI et la défense. Et la réponse de la presse va être très moqueuse, en fait, à cette époque-là. Ce rapport va par contre être traduit en anglais, qui arrivera dans les mains de Leslie Kean et qui va ensuite lancer toute la partie du New York Times, puisque c'est en partir de ce rapport Cometa qu'elle va publier son premier livre UFOs and Generals. Et c'est là où va y avoir cet enchaînement qui va se dérouler quand elle rencontrera Louis. Quand on cherche sur Internet sur le rapport que vous citez, on dit qu'il était truffé d'aberrations, etc., que ce n'était pas sérieux scientifiquement. Enfin, on balaye ça d'un revers de main. C'est un rapport stratégique, très honnêtement. Aujourd'hui, il est considéré comme une référence par tous les pays qui travaillent sur le sujet. Michael Ballien ? Je pense qu'il faut voir d'où on vient. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai que le sujet, ça fait 60 ans qu'on en parle, voire plus, 70 ans. Et finalement, moi, je vais être plus positif, qu'on a vachement progressé. Et que Vous parlez des Français, là. Je parle des Français. Et à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que ça ne s'est jamais totalement arrêté. Si vous regardez les interviews qui étaient faites dans les années 60 par des journalistes, c'était terrible. Ils démontaient les témoins. Mais ils les démontaient, ils se moquaient d'eux. Vous avez en souvenir la soupe aux choux. On vient de là, quelque part. Et il a fallu, quelque part, des éléments de langage, comme je disais, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il a fallu mettre en place de la méthodologie. Et ce qu'on voit aujourd'hui au travers du GEPAN, c'est que finalement, l'organisme, il est vachement respecté. On a, malgré tout, à l'échelle mondiale, une sacrée reconnaissance sur, effectivement, ce travail qui a été fait. Cependant, le travail du centre spatial, qui est un travail essentiellement d'investigation, doit être poursuivi normalement par un travail de recherche. C'est-à-dire que le centre spatial et le GEPAN en particulier se contentent, j'ai envie de dire, de fabriquer une base de données de phénomènes inexpliqués. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et qui va s'occuper de cette base de données ? Et l'autre question, bien sûr, derrière, après, c'est qui va s'occuper de cette base de données et comment ils vont s'en occuper ? À quels scientifiques on va les donner ? Et le problème, c'est qu'en l'absence, j'ai envie de dire, de processus scientifiques en dehors du centre spatial, car le centre spatial n'est pas là non plus pour faire de la recherche fondamentale, il est là pour faire de la recherche éventuellement sur des moyens spatiaux, mais pas, j'ai envie de dire, sur de la recherche fondamentale au sens prospective. Eh bien, ça n'existe pas aujourd'hui. Et c'est un peu la question que se pose finalement la NASA
aujourd'hui, et se posent les Américains, de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces phénomènes inexpliqués. Et donc, c'est effectivement de faire le pas d'après, voilà, qui va nous manquer, qu'on va chercher à faire. On reviendra sur le pas d'après, mais David Elbaz, dans la communauté scientifique, tout le monde parle de chercher de la vie sur Mars, etc. Mais quand on dit chercher de la vie, on cherche des bactéries, on ne cherche pas des extraterrestres. Est-ce que dans la communauté scientifique, est-ce que d'abord c'est un mot qu'on emploie et est-ce qu'on peut en parler, l'évoquer, sans que les autres ricanent? Alors, bien sûr, il y a un historique de plein de témoignages dont on s'est rendu compte que c'était pas cohérent, etc. Quand vous dites que la presse française n'en parle pas et la presse américaine en parle, justement, je suis allé voir la presse américaine, le New York Times, le Washington Post, CNN, ABC n'en parlent pas. Et il y a un blog d'un journaliste du New York Times qui explique pourquoi ça n'est pas passé, parce que c'est un témoignage de seconde main. Oui. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors maintenant, la question que vous me posez, c'est comment on s'est perçu. Il faut savoir que tous les jours, dans notre domaine, sortent des explications qui vont paraître complètement abracadabrants aux gens. On cherche de l'antigravité, on cherche des particules de matière qu'on n'avait jamais vues, on parle d'autres dimensions. Tout ça, ça existe. Pourquoi on n'en parle pas dans le public? C'est parce que tant que ça n'a pas été validé par une preuve, alors ça ne sort pas. Donc les gens ont un esprit ouvert. Bien sûr, ils vont avoir peut-être... on ne va pas acheter comme ça l'idée qu'il y a des extraterrestres qui viennent nous visiter parce qu'on ne connaît pas la technologie. Et peut-être, c'est pas parce que sur 1400 témoignages, il y en a 1399 qui se révèlent être faux, qu'il faut rejeter le dernier qui peut-être nous prouvera qu'il y a des extraterrestres qui sont là. Je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert et c'est fondamental pour un scientifique parce que la plupart des découvertes ont été faites par sérendipité, par hasard, en acceptant que l'impossible soit possible. Donc, accepter que l'impossible soit possible, je pense que c'est très bon pour un scientifique. Ce qui est plus délicat, c'est les arguments d'autorité. Et ça, je voudrais juste dire ça par rapport à ce qui se passe ici pour David Grusch, c'est que pour moi, l'interview qui a été faite par Leslie Kean, la journaliste, elle dit « Je crois cette personne parce qu'il n'a pas de raison de dire quelque chose de faux et que c'était quelqu'un du Pentagone, etc. » Ça, c'est un argument d'autorité. Et ça, c'est un des 4 éléments dont Gaston Bachelard parle quand il dit que quand on veut être un scientifique, il faut éviter. Il faut éviter, d'accord ? Et ça me titille. Je n'ai rien à dire sur tous les phénomènes qu'on ne comprend pas. Je ne travaille pas dessus, donc j'adorerais voir un extraterrestre, discuter avec lui, je rêve de ça. Par contre, l'argument d'autorité, ça, même en journalisme, je pense que vous serez d'accord avec moi, ça ne passe pas. Voilà. Baptiste Friskour, vous avez la tête dedans toute la journée. Vous parlez en plus un anglais impeccable. Vous traduisez en permanence ce qui se passe là-bas. Vous regardez toutes les vidéos qui sortent et il en sort constamment. Est-ce que vous avez l'impression que vous en avez déjà vu des extraterrestres? Est-ce que vous êtes persuadé d'avoir vu, parmi toutes ces vidéos, il y en a certaines qu'on prend plus au sérieux que les autres, est-ce que vous avez l'impression que vous en avez vu là? Qui puissent être des objets extraterrestres? Absolument. Non, je n'en ai pas vu. Non. Parce qu'à chaque fois, je pourrais expliquer ça par une plateforme militaire, par exemple, extrêmement performante, qui soit gardée secrète. Donc vous n'êtes pas sûr à 100%? Ah, moi, non. Du tout? Ah non, personnellement, moi, non. Ouais. Oui. Et moi, il y a une question que je me pose toujours, c'est que je me dis, s'ils sont là, comme beaucoup le pensent, et s'ils sont même là depuis un certain temps, ça veut dire qu'ils ont une très grande technologie. Je ne comprends pas pourquoi ils ne se montrent pas, pourquoi ils continueraient de se cacher. Ils n'ont aucun intérêt à se cacher, on ne peut pas leur faire peur, ils sont plus forts que nous. Pourquoi se cacheraient-ils? Alors, c'est une question que vous vous posez, vous à partir du moment où on commence à travailler sur le sujet, oui, on se pose la question. C'est-à-dire que quand on commence à voir la masse de rapports et que même dans le système du GEPAN, qui est très restrictif, on a quand même 3% de cas qui sont très anormaux et très validés, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a derrière ces cas anormaux et validés? Par contre, ça pose le problème de l'intention. Et là, il faut faire très attention. M. Elbaz pourra me confirmer, on a un énorme biais humain, c'est-à-dire qu'on pense par nous-mêmes. Donc on a toujours tendance à transférer une intention humaine sur quelque chose qui est inconnu. Y compris les animaux. On transfère des émotions sur les animaux. Donc là, il faut prendre de très grosses précautions. Il y a à ma connaissance que 2 études qui ont vraiment travaillé dessus, celle de Michael Vaillant et celle de la Scientific Coalition for UAP Studies, où ils ont spécifiquement regardé quels étaient les taux d'apparition de ces objets reportés par les témoins par rapport aux conditions de terrain. Donc, peut-être passer la parole pour la peine.
Certainement. Après, je ne sais pas si ça va complètement répondre à votre question. Je pense que vous allez rester sur votre faim, mais on peut essayer. Très simplement, j'ai participé à une étude qui cherchait justement plutôt, j'ai envie de dire, à essayer de comprendre si on pouvait trouver des signaux cachés dans les données. C'est-à-dire, est-ce que finalement, sans se poser de la question sur vraiment les intentions, plutôt de savoir s'il pouvait y avoir des corrélations finalement environnementales. Alors pourquoi? La question est très simple. Parce que quand vous observez un phénomène dans l'environnement, globalement, soit il vient de l'environnement local, il est ce que j'appelle endogène, il a été créé par quelque chose autour de vous, soit il vient de l'extérieur et il vient dans votre environnement local parce qu'il y a une ressource qui va l'intéresser peut-être. Ce phénomène, par exemple, si un drone militaire il vient surveiller quelque chose, si vous voulez aller en Thaïlande, c'est peut-être parce qu'il y a des vacances, il y a des plages sympathiques, avec du soleil et de la mer, etc. Mais ça peut être aussi un phénomène transitoire, c'est-à-dire qu'il ne fait que passer par là et il n'a rien à dire avec l'environnement. Mais en tout cas, il peut y avoir beaucoup de choses à dire et en relation avec votre environnement local. Et c'était la question qu'on s'est posée dans une étude, à savoir, on a regardé sur un territoire la répartition des phénomènes et regarder effectivement s'il y avait des relations. Et des relations avec les risques environnementaux, ce qu'on appelle les risques environnementaux. Alors ça, c'est une ancienne histoire parce que historiquement, on a vu qu'il y avait beaucoup de cas qui semblaient se passer autour des centrales nucléaires ou des sites nucléaires. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a une intention qui est là? On ne sait pas. Et on a introduit aussi des variables que j'appelle environnementales pour essayer, j'ai envie de dire, de faire en sorte que le modèle ne soit pas biaisé. Alors on a introduit la densité de population parce que là où vous avez des observateurs, vous avez des cas. Si vous n'avez pas d'observateurs, vous n'avez pas de cas. Donc il fallait comprendre si effectivement, à un moment donné, il y avait des observations indépendamment, quelque part, de cette population qui était là, j'ai envie de dire de façon statistiquement supérieure à cette densité de population. Et on a introduit des forêts, on a introduit les zones d'eau, etc. On a introduit 6, 7, 8 couches environnementales dans ce modèle pour essayer de comprendre si on avait pu louper quelque chose sur le plan scientifique. Et alors, réponse ? Il y a bien, semble-t-il, une relation avec les sites nucléaires, notamment, mais aussi les sites pollués, ce qui était assez intéressant, c'est-à-dire avec des lieux où l'environnement, semble-t-il, présente des risques pour l'homme. Voilà. Et la question, c'est qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce qu'on peut bâtir dessus? Donc, ça peut juste servir pour nous à fabriquer de nouvelles hypothèses de réflexion, de pistes de réflexion. Ça va être le rappel des titres, Isabelle Piboulot. On revient ensuite encore un moment sur les extraterrestres et puis on passera à Didier Nourisson, l'auteur de L'Amérique en bouteille, comment Coca-Cola a colonisé le monde. Mais d'abord, le rappel des titres. Un dernier mot donc sur... alors, on va les appeler encore une fois les ovnis. Par commodité, mais Alain Juillet disait tout à l'heure il va se passer des choses, il va y avoir des révélations. Vous attendez quoi, vous, Baptiste? Alors là, d'ici très peu de temps, dans les semaines à venir, on va avoir les premières auditions publiques au niveau du Sénat et de la Chambre des représentants. C'est 2 instances différentes, donc ils peuvent tous les deux faire des auditions. Et ensuite, on va avoir en fait le déballage. C'est-à-dire que Grush était un peu le premier lanceur d'alerte qui permettrait de connecter tous les points du problème en même temps. Et ce qu'on va voir arriver, c'est d'autres lanceurs d'alerte qui vont d'abord témoigner au Congrès, puis témoigner devant des auditions publiques et donner des éléments d'information en plus. Michael Valiant? Évidemment, je pense qu'on va attendre des éléments objectifs de preuve de toutes ces annonces, c'est-à-dire qu'effectivement, pas simplement des rapports d'observation indirecte, mais véritablement des pièces, d'une part. Et puis d'autre part, on espère que ça va continuer à faciliter le travail scientifique de la NASA et de l'AARO, donc de l'organisme de la défense, qui a été mis sur pied autour de ça pour examiner les phénomènes. Et donc, j'espère que ça va créer un effet d'entraînement qui va se propager aussi outre-Atlantique chez nous, qui va être favorable aussi peut-être à de nouvelles recherches, de nouveaux partenariats sur le sujet. David Elbaz, vous? Moi, je trouve ça assez intéressant parce que là, on a une prédiction qui est très claire. C'est ce qu'on aime en physique, on fait une prédiction.
Donc là, on sait que dans les semaines qui viennent, puisqu'il y a une loi qui a été votée qui fait que les lanceurs d'alerte seront protégés, tous ceux qui seront des premières mains peuvent parler. Il n'y a plus aucune raison de ne pas parler. Donc soit dans les prochaines semaines, on a des éléments de preuve qui vont sortir du Congrès, ou au prochain mois, soit on ne les a pas. Donc rendez-vous dans 6 mois. Si on les a, c'est extraordinaire, on fait la fête. Si on ne les a pas, je propose qu'on continue de parler du James Webb qui est en train d'explorer les atmosphères d'exoplanètes, de Euclide qui vient d'être lancé au mois de juillet dernier, et de tout ce qu'on est en train de faire en astrophysique. Je rêve de rencontrer des extraterrestres, mais là, on a une prédiction très claire. Dans 6 mois, je pense qu'on pourra définitivement clore le cas David Grush, pas nécessairement les autres, avec ce qu'on vient d'entendre. Je pense qu'on est tous d'accord. D'accord avec David Elbaz? Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait fini pour David Grush. À un moment donné, il faut savoir mouiller la chemise. Non, mais je veux dire, je ne suis pas à la place de David Grush, je suis mal placé pour dire qu'il est terminé dans 6 mois. Non, mais... Je pense que ça va être plus complexe, c'est-à-dire qu'effectivement, ça va mettre du temps et que ça va se faire progressivement à la fois sur le plan scientifique et à la fois sur le plan probablement des, entre guillemets, révélations, en tout cas des informations qui vont sortir au fur et à mesure. Et Alain Juillet, on l'a perdu, c'est ça? Ah non, il est là. Alain Juillet, vous disiez tout à l'heure, dans les semaines, dans les mois qui viennent, il va se passer des tas de choses. Alors vous allez être attentif à qui et à quoi? Moi, je vais être très attentif à ce qui se passe au Congrès, parce que il ne faut pas oublier qu'il y a quand même quelques mois, la directrice du renseignement américain, Madame Payne, April Payne, a précisé qu'elle avait fait une enquête avec tous les services de renseignement américains et qu'elle avait découvert qu'un certain nombre de cas étaient inexplicables. Et donc, il y avait effectivement quelque chose. Elle ne savait pas quoi, mais il y avait quelque chose. Et il est évident que si, avec cette levée du secret, le Congrès récupère un certain nombre d'informations montrant qu'il existe des éléments d'engins particuliers qu'on ne connaît pas, évidemment, ça ouvrira sur la suite. Moi, je ne suis pas là en train de dire qu'on va découvrir les extraterrestres dans les 6 mois. Ce que je suis en train de dire, c'est que progressivement est en train de se construire une réalité que l'on doit connaître, qu'on doit reconnaître, et qui nous échappe totalement et sur laquelle on voudrait bien dans le futur comprendre de quoi elle est faite. Après, on verra. Baptiste Frescourt, profitez-en parce que l'historien Didier Nourisson, pour l'instant, on a du mal à le joindre. Alors donc un élément d'information qui peut être très intéressant, c'est que si votre public va voir la conférence de la NASA qui s'est produite il y a 1 mois, où justement l'ARO, le groupe de recherche du Pentagone, était invité à présenter ses recherches, on a eu le docteur Kirkpatrick, qui est son directeur, qui a présenté une image de Pan authentifiée où il décrit une sphère métallique dont le mode de propulsion n'est pas identifiable, qui est anormal et qui n'est pas un défaut du capteur. Et donc on a cette vidéo qui est authentifiée, parfaitement légitime, validée par l'ARO et en même temps par la NASA, puisque ça se passait à l'intérieur de la présentation du groupe de la NASA. On téléphone, excusez-moi, pardonnez-moi. Donc c'est un point qui peut être assez important, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de groupes qui sont en train de se mettre en place, non seulement aux États-Unis, mais dans les autres pays aussi. On a une académie de sciences en Russie qui vient de se mettre en place. On a l'armée chinoise qui, depuis 2019, a déclaré avoir son propre groupe militaire de recherche sur les objets et de faire un peu ce que Michael a voulu faire, c'est-à-dire de faire une carte du pays pour prévoir les déplacements de ces objets à l'intérieur de son ciel aérien et pouvoir les intercepter. Donc, la scène bouge énormément, d'autant plus qu'il y a eu les auditions aussi du Sénat brésilien sur le sujet, où les experts américains sont venus témoigner de ce qu'ils avaient vu. En France, pas d'audition, pas de ça. J'ai posé la question au ministère de la Défense, je n'ai pas encore eu de retour, et à ma connaissance, ça n'a jamais été posé comme question officielle depuis 1954. Pourquoi 54 ? C'est dès 51, en fait, la France a demandé à son armée de l'air d'avoir un groupe de recherche sur les ovnis. Ils ont exécuté l'ordre, c'est monté en puissance jusqu'en 54 et ça a continué depuis lors. D'accord. Michael Vaillant ? Oui, toujours pas de questions. Non, mais très bien. Non, moi je pense qu'effectivement ça va continuer à monter en puissance progressivement. Ce qui est très intéressant, c'est que les moyens scientifiques précisément, jusqu'à présent on les avait braqués vers l'espace profond, c'est-à-dire qu'on était en train de rechercher de la vie, entre guillemets, soit intelligente, en tout cas, plus modestement de la vie tout court, voir s'il pouvait y avoir des conditions qui permettaient la vie.
on en a parlé. Aujourd'hui, finalement, on se dit, c'est peut-être trop compliqué tout ça. Peut-être qu'il y a une forme d'intelligence autour de la Terre. Et donc, il y a des moyens avec Galiléo, vous en avez peut-être entendu parler, un programme d'observation à base de caméras qui est en train de se mettre en place. Mais ce n'est pas le seul. Il y a un certain nombre de programmes d'observation qui sont en train de se mettre en place pour mailler, j'ai envie de dire, l'environnement terrestre et observer si, effectivement, on ne verrait pas à ce moment-là des choses tout simplement autour de la Terre en train de se passer. Parce que ce qui est très important ici pour un scientifique, c'est de pouvoir maîtriser, j'ai envie de dire, les conditions de capture de ces informations. Et si on ne les maîtrise pas, par exemple, prenez une photo d'un ovni ou d'un extraterrestre qui atterrit dans votre jardin, vous le mettez sur Internet, pas sûr que ça fasse bouger les choses. Voilà. Donc il faut à ce moment-là, là ce qui est intéressant, ce qui est en train de se passer, c'est que plein de scientifiques sont en train de commencer à travailler de concert vraiment sur des programmes directs d'observation dans l'environnement terrestre. Et ça, c'est très très nouveau ici. Vous êtes au courant de ça, David Elbaz ? Non, mais parce que, bon, vous savez, on est spécialisé moi, dans... Non, mais parmi les scientifiques... Non, mais c'est pas de mon frère. La seule chose, c'est qu'il y a deux choses à distinguer. Je pense que là, quand on parle du cas spécifique, maintenant, là, de ce témoignage du 3 juin dernier de David Grusch, il parle de ce qu'on appelle du reverse engineering. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on dispose d'un matériau extraterrestre avec une technologie sophistiquée, qu'on l'analyse pour pouvoir faire avancer la technologie de chez nous. On ne parle pas là d'avoir vu un phénomène dans le ciel qu'on ne comprend pas et qui pourrait être éventuellement... etc. Ce témoignage-là, c'est celui-là qui est de seconde main et qui a déjà eu lieu par une autre personne en 2017, qui a été présentée au Congrès. Et c'était il y a 6 ans, on n'en a pas entendu parler depuis. C'est ça qui, pour moi, qui ne suis pas du tout expert du domaine, comme les deux autres invités, me titille un petit peu, voyez-vous, parce que c'est vraiment là, on a une technologie qu'on cache, on ne l'utilise pas non plus, parce qu'on n'a pas vu des super avions qui sortaient, quoi que ce soit. Et voilà, donc c'est deux choses différentes. Des témoignages alors, vous parliez d'extraterrestres qui ne nous parleraient pas, on parle d'hypothèse du zoo. Imaginez que vous soyez un extraterrestre assez intelligent, vous regardez la Terre, voyez ce qui se passe. Est-ce que vous-même, vous auriez envie de tout de suite entrer en communication ou vous les observez un petit peu avant ? Bon, je sais pas. Au bout d'un moment, ils ont l'air de nous observer depuis longtemps, d'après ce que nous dit, y compris David Grusch, qui nous dit que ça fait une éternité qu'on a ramassé des objets. Alors, je vais faire une petite précision, parce que pour les gens qui ont vu Star Wars, par exemple, lorsque le héros de Star Wars quitte la planète et revient, tous les gens de la planète sont morts depuis des millénaires. Parce qu'avec la théorie de la relativité d'Einstein, lorsque vous voyagez dans l'espace à des vitesses comme ça, quand vous revenez, il s'est passé pour vous 1 an et pour eux des millénaires. Donc, un extraterrestre qui viendrait nous rendre visite samedi moins 200 avant Jésus-Christ, lorsqu'il revient pour lui 24 heures plus tard, on est aujourd'hui. Donc, il faut quand même qu'il se débrouille bien pour arriver... voilà. Oui, tout ça pose énormément de questions, effectivement. Et ça veut dire aussi, dernier point, il y a un article du Guardian qui dit que les extraterrestres ont quand même beaucoup de mal à se garer. Comment se fait-il qu'ils soient si mauvais à se garer ? Parce que pour que vous ayez des accidents de vaisseaux extraterrestres dont vous récupérez les morceaux, sur l'autoroute, la probabilité que vous ayez un accident, elle est quand même assez faible et qu'il y ait des morts. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de circulation. Et donc, pour un accident, ça veut dire que vous avez des milliers d'ovnis qui sont là. Voilà. Donc, statistiquement, c'est intéressant à prendre en compte. Ce n'est pas une preuve de rien, c'est juste que si vous supposez qu'il y a du reverse engineering de vaisseaux extraterrestres sur Terre, ça change quand même beaucoup la donne, ce que dit David Grusch. C'est une hypothèse qui est utilisée depuis assez longtemps d'ailleurs. Beaucoup pensent qu'en matière d'énergie, de métaux utilisés pour les vaisseaux de combat militaires notamment, on se serait inspiré de technologies extraterrestres. Alors, M. Elbaz sera plus adapté que moi pour répondre à cette question, mais de mon point de vue, c'est complètement faux, puisqu'on a la progression linéaire de la technologie. C'est-à-dire que de temps en temps, on fait des percées technologiques, évidemment, mais on n'a pas de rupture fondamentale de ce qu'on arrive à faire. C'est des progrès. On utilise toujours des avions. Oui. Et nos progrès sont explicables. Il n'y a pas eu à un moment un saut technologique. C'est ça. Donc là-dessus, c'est pas vraiment un débat. C'est plus, on entrerait plus dans la théorie du complot où on cache des progrès technologiques. Ce serait pas vraiment réalisé de mon point de vue. Alain Juillet, là-dessus. Ah non, moi je pense que
au point de vue de la défense, pour assurer notre défense de la meilleure manière possible, il est évident que s'il existe, entre guillemets, s'il existe des matériaux qui permettent d'être plus performants qu'aujourd'hui, c'est un progrès technique pour la défense et qu'il faut l'utiliser. Donc on comprend qu'il y a des s'ils ont eu récupéré des morceaux d'engins, c'est tout à fait normal que les techniciens essaient à partir de ça de reconstituer ou d'imaginer quels peuvent être les avantages du type, je sais pas, d'alliage ou ce que vous voudrez, ou alors peut-être le constat qu'il y a certains métaux utilisés qui n'existent pas sur Terre. Ça, c'est encore possible. Mais tout est possible. Mais comme on n'a pas d'informations, on ne sait pas. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui est assez étonnant dans cette affaire, c'est que le dernier des lanceurs d'alerte, celui-là qui vient a quand même été plus loin, a exploré ou à informer sur un thème qui n'avait pas été traité par ses prédécesseurs. Si vous prenez les principaux Américains en particulier qui ont parlé sur ces problèmes-là, comme Elizondo et d'autres, aucun n'avait évoqué ces problèmes-là. Donc c'est quelque chose de nouveau. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi lui, après avoir quitté l'armée et les services, se met à en parler. Est-ce que c'est dans le cadre, alors là évidemment c'est l'histoire du complot toujours, est-ce que c'est dans le cadre d'une révélation progressive imaginée par les Américains pour leur population, pour à la fin dire écoutez, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais il y a un risque chez nous. Et puis ça c'est une possibilité, mais la deuxième c'est simplement que peu à peu apparaissent une réalité nouvelle qui est différente de celle qu'on a pu imaginer jusqu'à maintenant et qui auront des conséquences au point de vue scientifique, là, c'est clair. Parce que si on découvrait, on vérifiait un certain nombre d'hypothèses dont on parle, ça pose sur le plan scientifique un certain nombre de problèmes parce qu'on ne sait pas y répondre aujourd'hui. Ça nous poserait aussi pas mal de problèmes métaphysiques tout à fait inédits. Ce serait assez intéressant aussi. Baptiste Friskour. Là-dessus, il y a deux éléments d'information qui sont quand même assez solides. C'est-à-dire qu'en 1949, on a le département de la défense de l'époque qui publie ce qu'ils appellent le mémorandum du Project Saucer, où ils définissent faire de la rétro-ingénierie. À l'époque, il n'y avait pas le même niveau de tabou, et ils définissent comment l'Air Force a mis en place un groupe pour récupérer des matériaux qui sont récupérés par les témoins en utilisant les agences de renseignement pour les récupérer, et ensuite utilise les laboratoires de l'Air Force pour essayer de trouver quel était l'engin dont c'était originaire. Dans ce même rapport, ils vont passer 3 pages à lister les différentes possibilités de vie à l'intérieur du système solaire. Donc c'était quelque chose qui était admis, y compris par l'armée de l'air. Le deuxième point d'information, c'est une autre partie du projet Galileo du docteur Avi Loeb d'Harvard. Donc le docteur Avi Loeb était président de la chaire d'astronomie d'Harvard et il vient là de finir la première récupération de débris au fond marin d'un objet qui était, selon lui, interstellaire. Son hypothèse étant que cet objet était tellement résistant au choc avec l'atmosphère que cela pourrait être potentiellement une sonde extraterrestre qui se soit crashée. Là, les débris ont été récupérés, ils sont en train de passer. On les a vus, on a les premiers relevés, il y a de l'iridium à l'intérieur, il y a une proportion fer-cuivre qui est hors du commun par rapport à toutes les météorites qu'on a trouvées jusqu'ici. Donc, c'est des recherches qui sont actuellement publiques, qui vont être publiées dans un journal scientifique à comité de relecture. Donc, c'est aussi en train de sortir par la science et c'est juste le projet le plus connu. Il y en a plein d'autres qui sont en train de se dérouler en même temps. Vous êtes au courant de ça? Oui, parce qu'en fait, c'est le phénomène Oumuamua, donc les visiteurs de l'espace, c'est un mot hawaïen. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, on ne connaissait que des météorites et des comètes qui voyageaient dans le système solaire. Et puis un jour, on a vu Oumuamua, cet objet qui venait d'un autre système solaire qui a été éjecté dans notre système et qui a traversé l'espace. Donc Avi Loeb a émis l'hypothèse, comme on ne voyait pas de queue de comète, que ça puisse être un vaisseau extraterrestre ou un débris de vaisseau extraterrestre. Mais très vite, quelques mois après, il y a eu un observateur, un astronome amateur, qui s'appelle Borisov, qui a vu un autre phénomène comme ça, et on se rend compte qu'il y en a plusieurs, et cette fois, il y avait la queue de la comète. Donc on sait le système solaire est traversé en permanence par des météorites, des comètes qui viennent d'autres systèmes solaires. Donc l'hypothèse qu'avait Avi Loeb au départ, maintenant, elle n'est plus en vogue parmi les scientifiques. Bon, elle apparaît vraiment parce que on sait qu'il existe maintenant des astres qui passent comme ça. Voilà. Et on s'est très rapidement étudié sur la cuisse de Toutankhamon. Il y a un couteau extraterrestre qui était dans la momie. On l'a analysé à spectroscopie X en 2016, Comelli et al., un article.
C'est simplement que pour les Égyptiens, le fer qui venait du ciel, ils l'appelaient Ba'a Enpet, le fer tombé du ciel. Et l'âme du pharaon devait remonter au ciel. Donc ils ont pris du fer météoritique bien avant l'âge de fer. Ils ont fait cette lame qui allait peut-être porter l'âme de Toutankhamon vers le ciel. Donc du fer extraterrestre avec un taux de nickel assez élevé par rapport à ce qu'on a sur Terre, on en a, etc. Pas pareil que la technologie, mais bien sûr. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les 4 d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairé sur un sujet dont on ne parle pas souvent sérieusement, et ça a été le cas, et c'était bien agréable. Merci encore, merci de nous avoir suivis, et rendez-vous au prochain numéro. Le prochain numéro, c'est demain, et ce sera le dernier de la saison avant les vacances. À demain, faites de bons rêves, bonne nuit.